vous le savez, doit combattre le terroriste, les djihadistes au Sahel, au plus proche de ces combattants. 4000 Français répartis dans 5 pays qui combattent les terroristes, avec le Niger qui fait un peu partie des pays africains un peu premiers de la classe, qui suivent en tout cas de très près ce combat contre le terrorisme. Emmanuel Macron, qui auparavant a passé en revue les troupes françaises de cette base qui comprend pour l'instant 500 femmes et hommes, située juste au bout de l'aéroport de Niamey, en bout de piste. Emmanuel Macron, qui également n'est pas arrivé les mains vides pour passer ce réveillon de Noël un petit peu avant l'heure pour le président de la République, puisqu'il a amené dans ses bagages le cuisinier de l'Élysée et 1,6 tonne de nourriture venue directement de France. Voilà le président, vous voyez, qui passe en revue ces troupes de la base de Niamey. Il avait été accueilli par le président nigérian Mahamadou Youssoufou. On va peut-être retrouver Olivier Santiki, qui se trouve déjà sur place. Olivier Santiki, envoyé spécial pour TF1 et LCI. Un séjour très court, cette nuit et une partie de la matinée de demain, puisque dès la mi-journée, ce sera un épisode plus diplomatique avec le président Issoufou, le président du Niger. C'est un peu le bon élève du G5 Sahel, ce groupement de pays de la région pour améliorer le développement économique et lutter contre le terrorisme. Il y a la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Tchad. Mais c'est vrai que l'implication toute particulière du Niger lui vaut ce soir cette visite présidentielle. En tout cas, pour l'instant, le propos d'Emmanuel Macron, c'est surtout de dire son admiration et ses encouragements aux soldats de la force Barkhane, notamment aux 500 installés ici. Ils sont très fiers, ils nous l'ont dit, de partager leur dîner avec le président de la République. Un dîner d'ailleurs très amélioré. Le chef des cuisines de l'Élysée en personne a fait le déplacement pour superviser la préparation. Et il n'est pas venu les mains vides. Avec lui, 1600 kilos de produits, de nourriture de tout premier choix, livrés donc directement depuis la France. Voilà, et on en parle ce soir avec Jean-Christophe Gallien. Bonsoir, vous êtes président de l'agence de communication JCGA, et Amélie Carouer, qui nous a rejoint du service politique. Amélie, j'allais dire, c'est un peu un grand classique pour tous les présidents français que d'aller passer le réveillon de Noël ou de la Nouvelle Année parmi les troupes. Oui, avant Noël, pendant Noël, après Noël, oui, c'est un grand classique. Le geste du président de la République, qui est chef des armées, de se retrouver auprès des troupes qui mènent le combat, elles, au front. Et ce fut le cas, par exemple, on a retrouvé les images de Nicolas Sarkozy en 2007. À l'époque, c'était l'Afghanistan pour Nicolas Sarkozy. Et puis ensuite, il y a eu François Hollande. C'était là en 2017, les images les plus récentes, qui s'est rendu en Irak. C'est un geste effectivement assez traditionnel. Alors, Jean-Christophe Gallien, l'objectif là quand même d'Emmanuel Macron, il est bien du point de vue de la défense et de la lutte contre le terrorisme. Le but, c'est quoi? C'est de dire, il y a Barkhane, en gros 4000 Français qui font le boulot, mais maintenant, on va essayer de transférer tout ça à un G5 Sahel. C'est un peu ça, c'est un peu l'Afrique de la défense qu'il voudrait pousser, en fait. Ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait en allant dans le pays, effectivement, qui n'est pas forcément le plus en pointe, mais qui est le plus en pointe aujourd'hui dans la démarche, je dirais, générale, à la fois politique, diplomatique et militaire. Mais Olivier Santiki disait c'est le bon élève. Exactement, c'est ça. Maintenant, il y a aussi certainement une dynamique, on va voir dans le discours s'il y fait référence, mais l'idée de Macron, c'est de effectivement cette Afrique de la défense, devenir plus autonome parce qu'on en a besoin. Il l'a dit plusieurs fois lors de ses 6 précédents voyages, d'ailleurs en Afrique, c'est beaucoup, et dans cette séquence africaine, mais aussi l'Europe de la défense. Je crois qu'il va parler de cette relation, où il pourrait évoquer cette relation entre les deux continents qu'il ne cesse de répéter. On se rappelle d'Abidjan, on se rappelle d'avant Abidjan-Ouagadougou, et il est là dans cette dynamique de Afrique de la défense, Europe de la défense, la France comme pivot, le Niger comme pivot en Afrique, mais aujourd'hui c'est ça l'enjeu. Parce que la France ne peut pas tout faire.
C'est exactement ça. Alors il faut savoir quand même qu'il y a quelques 1000 soldats, je crois, allemands déjà présents sur le terrain. Donc, Et d'ailleurs qui vont écouter son discours et qui vont déguster la cuisine de l'Élysée ce soir avec les soldats français. Et Angela Merkel qui était présente à la réunion G5 Sahel, puisque la coopération... Exactement. Je crois qu'on est face à ces deux voies qui sont parallèles, mais qui se rejoignent effectivement sur l'enjeu qu'on traitera évidemment, celui de la migration, celui aussi de la stabilité démocratique et politique en Afrique. Et je crois que et le développement économique. Et le développement économique, bien sûr, qui fait le lien. Je crois là, la démarche, elle est celle-là. Et puis certainement aussi quand même faire face à la critique post-couac de la mi-juillet, c'est-à-dire en réalité revenir à une déclaration d'amour auprès des militaires, c'est-à-dire que là le président vient aussi dire je suis à vos côtés. Du général de Villiers. Exactement, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui ce trouble-là qui est toujours là, même si l'armée est par définition silencieuse, elle ne l'est pas tout à fait, et aussi une question sur les moyens réels. Alors allons-nous avoir le Macron l'enchanteur que nous avons vu la semaine dernière, ou est-ce que nous allons avoir Macron dans l'action, le stratège et celui qui ne fait pas simplement promettre? On verra. Et est-ce qu'on va avoir Macron ouvre le tiroir caisse ou pas? Exactement. Aussi, Amélie. En tout cas, Macron l'enchanteur, communication avec les militaires, on l'a déjà vu. Puisque lors de son investiture, il faut se rappeler de cette image-là sur les Champs-Élysées, il monte sur un véhicule militaire. C'était la première fois pour un président français. Pourquoi ? Pour beaucoup, eh bien parce que lors de sa campagne, il a été accusé de ne pas être assez fort sur les questions régaliennes. C'est comme s'il avait voulu montrer tout de suite un signe très fort. Déplacement au Mali très rapidement, à Gao, des propos très forts. On les écoutera certainement plus tard parce qu'ils ont marqué le début de son quinquennat. Et puis, il y a eu la polémique du cœur de l'été, effectivement. Le général de Villiers qui est écarté. Je suis votre chef. Ça a été très rude, mais il s'est rendu très vite sur la base 10. Opération de communication qui a été longuement... j'allais dire, détaillé, voire critiqué, habillé en militaire, il monte dans un avion. Certains ont dit il se déguise. Voilà. Bon. C'était l'opération de communication et à cette occasion, il en a profité pour dire que le budget de l'armée serait bel et bien maintenu, ce serait d'ailleurs même le seul en 2018. Ouais. Pourquoi il a besoin de faire ça? Parce qu'un président qui fête cette année ses 40 ans, ça doit s'imposer davantage? C'est un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est une des raisons certainement de l'élection, c'est une des raisons de sa popularité. On aime à se retrouver dans ce personnage qui vient de fêter à peine ses 40 ans et en même temps, il y a quand même toujours cette petite crainte, quoi. Est-ce qu'il est à la hauteur finalement de ces enjeux militaires, de ces enjeux géopolitiques? On voit bien qu'il se construit lui-même une marque géopolitique, une marque globale. Il le fait avec beaucoup d'attention, et ce depuis l'arrivée au pouvoir. Là, on est dans un espace entre les deux, c'est-à-dire que finalement, le militaire, c'est à la fois du terrain extérieur, beaucoup, depuis notamment François Hollande, et puis c'est aussi une question quand même intérieure très sensible. Oui, parce que ce qui s'était passé au mois de juillet avec le général de Villiers avait beaucoup marqué l'opinion. Les Français, on ne fait pas ça à l'armée. Voilà, l'armée, on en prend soin. Ce sont nos hommes qui sont à l'extérieur et qui prennent des risques. Et d'ailleurs, à Gao, le 19 mai, avant la polémique, il avait compris ça visiblement, Emmanuel Macron, puisqu'il avait déclaré « Je suis votre chef, je vais faire en sorte de protéger vos vies. Je vais être exigeant, mais je vais protéger vos vies. » Comme s'il en prenait conscience. Il y a eu la polémique et il a dû revenir longuement. On peut écouter visiblement Emmanuel Macron à Gao le 19 mai, on comprendra. Allez, si on l'a, on l'écoute. Je serai pour nos armées un chef exigeant, lucide, toujours présent. Je ne risquerai pas vos vies pour rien. Voilà, c'est très clair. Je suis votre chef et je ne risquerai pas vos vies. On a peut-être retrouvé les images également des différents présidents français qui systématiquement allaient passer le réveillon avec les soldats français dans les bases diverses de par les mondes. Regardez par exemple peut-être à commencer, Amélie, par Nicolas Sarkozy. 2007, voilà. C'était en Afghanistan. C'était quelques jours seulement avant Noël. Un déplacement qui avait été annoncé mais longuement tenu secret parce qu'il faut que ça fasse aussi un peu son petit effet. Non mais c'est vrai en termes de communication et pour des questions de sécurité. Et puis vous voyez attabler avec les militaires, ça compte ces images. Et François Hollande, là c'était en Irak, c'était en 2017 le 2 janvier si je me souviens bien. Posture quasi obligatoire, Jean-Christophe Gallien. Oui, puis on le retrouve dans beaucoup de pays. Je crois qu'on a en tête les images notamment venues des États-Unis où
c'est un classique historique. On oublie de dire d'ailleurs que dans l'enjeu militaire, tout à l'heure, il y a un enjeu, vous parliez de développement économique, mais aussi un enjeu économique. C'est aussi de la commande. Donc une industrie qui vit derrière et qui n'est pas très loin. Donc pour le président Macron, c'est pas rien non plus. C'est-à-dire que on a tout à fait ça. Mais on le retrouve dans beaucoup de pays, encore une fois. Et on pouvait même s'attendre à ce que ce soir, il soit aussi, comme certains présidents américains, qui allaient dîner le soir de Noël, ou plutôt la fin de l'année, au 31 décembre, qui s'habillaient en Top Gun, comme il l'avait fait précédemment. Là, je pense que ça ferait un peu trop, mais c'est un classique, oui. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron, il veut se positionner en leader. Il l'a redit sur France 2 dimanche soir, on l'a longuement commenté ici. Ça a été dit dans le Time, il a dit qu'il voulait être le leader des jeunes leaders de sa génération. Être un leader, ça passe aussi par ses images. Il est le chef des armées et c'est un message envoyé au monde entier. Exactement. Et puis la France est un des rares pays européens qui sont à ce point-là engagés. C'est-à-dire que la différence par rapport à ce qui se passait auparavant, même Nicolas Sarkozy, quand il va en Afghanistan, la France, certes, c'est une puissance militaire qui peut frapper quand elle veut, mais depuis François Hollande, elle est sur le terrain. Et là, en l'occurrence, il a la chance par rapport à sa concurrence politique. L'Afghanistan, c'est vrai que c'était les Américains. Exactement. Puis là, il a une concurrence politique qui ne peut pas se lier. Les Britanniques, ne sont pas là. Le reste de l'Europe est un peu timide. Et la jeune génération, qui est comme lui, l'Autrichien, n'en parlons pas, et ainsi de suite, ne peut pas rentrer en compétition sur ce terrain-là. En effet, il est leader, même la France en tout cas, pas Emmanuel Macron. La France est leader au Niger, avec Barkhane. La situation, elle a changé depuis 2013, certes, mais la France, elle est toujours leader et c'est ce que va faire valoir aussi Emmanuel Macron aujourd'hui. Cette place de leader. Et d'ailleurs, lors de la visite, je regarde mes chiffres, il va discuter a priori de la mise en œuvre d'ici à 2018 de cette force de 5000 hommes et composée de soldats de 5 pays impliqués. Donc, c'est la France, mais ce sont d'autres pays impliqués qui l'emmènent avec lui. On ne parle que de coopération. Et quand la France, quelques jours avant ce déplacement, organise le G5 Sahel en France et que c'est Angela Merkel qui vient en France pour appuyer la politique et la démarche d'Emmanuel Macron, c'est pas rien. Et en plus, des propos qui sont forts. Lors du G5 Sahel, il a tenu des propos forts. Alors, ce G5 Sahel, je ne sais pas si on va pouvoir avoir une carte, mais qui est chargé de surveiller une région considérable. C'est la moitié de l'Europe, c'est 6 fois la France sur 5 pays évidemment différents. C'est extrêmement difficile. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un message aux Français là sur le fond de dire heureusement qu'on est là, sinon il y aurait beaucoup plus d'actes terroristes, sinon eh bien, ce serait laisser Boko Haram, Daesh, etc. Y aller sans aucun contrôle. Je me permets, pardon, mais dimanche, on le commentait ensemble. On disait que Emmanuel Macron, dans ses interventions, lit tout. Dimanche soir, dans son intervention, il dit « Ma priorité, c'est la sécurité, c'est protéger les Français. C'est pour ça que je me rends si souvent à l'étranger, mais c'est pour mieux protéger les Français. » Il lit tout. Vous voyez ma situation internationale, vous voyez quand je vais à l'extérieur, c'est pour vous protéger, vous, citoyens. Il le fait dans ses déclarations. C'est vrai que ça peut être une question. C'est-à-dire que depuis la France, on peut se dire « Mais à quoi sert notre présence militaire là-bas, pourquoi il y a des jeunes gens ou moins jeunes qui décèdent sur le terrain et ça coûte cher. 20 soldats, et ça coûte cher. Et donc, oui, est-ce que c'est pas encore une fois une affaire qui est une affaire de spectacle, ou en tout cas personnel? Est-ce qu'on ne s'engage pas là-dedans pour aller faire la guerre parce qu'on a envie d'être un chef de guerre quelque part? Non, là en l'occurrence, et c'est ça intérêt, c'est qu'effectivement, on le disait, il a une version pédagogique de sa communication sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir des chiffres peut-être après, mais là en l'occurrence, au moins aux Français, il leur dit, et la carte le montre bien, c'est là-bas qu'on se bat aussi pour éviter qu'il se passe des choses désagréables, voire tragiques, chez nous, en France et ailleurs en Europe. Pour aller plus loin sur le G5 Sahel, puisqu'on en parlait, Emmanuel Macron tenait ses propos. Il nous faut gagner la guerre contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. Elle bat de son plein. Il y a des attaques chaque jour et des États qui sont aujourd'hui menacés. Les États qui sont menacés, c'est-à-dire que voilà, il part de ce qui se passe sur place, les attaques au quotidien là-bas, pour dire les États sont menacés, les citoyens sont menacés. Regardez ce que disait d'ailleurs le président du Niger, Issoufou, qui dit qu'effectivement il y a besoin de ce G5 Sahel, mais il y a aussi besoin d'une aide internationale. Nous sommes une zone très menacée avec nos voisins, la Libye, le Mali, le Tchad et avec Boko Haram. Face à la menace terroriste internationale, il faut une réponse internationale. Donc, à la fois le G5, mais qui va payer tout ça ? C'est ça le problème aussi. Et pourquoi cette fois ça réussirait le G5 alors que c'est un peu une aspiration de tous les anciens présidents mais qui n'avaient pas réussi à le mettre en place? C'est vrai, je crois qu'un des enjeux c'est de le lier très concrètement
à ce qui est peut-être la vraie solution. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de décollage, tant qu'il n'y a pas de rattrapage, tant qu'il n'y a pas à la fois l'enjeu civilisationnel dont parlait Emmanuel Macron, mais aussi l'enjeu économique sur ce continent et dans une nouvelle géographie, nos deux continents sont très liés. Il y a une petite mer Méditerranée qui nous sépare, ce qui n'est pas beaucoup, et avec des voies de migration qui sont très activées, démultipliées, des côtes nord-africaines qui sont très peu contrôlées. Il faut effectivement revenir aussi à certainement une dimension qui est celle de la stabilisation économique de ce continent et notamment de cette partie-là de l'Afrique, sa capacité aussi à aller davantage vers l'éducation. Je crois que le Niger est en pointe notamment sur l'éducation, si je puis dire, et des jeunes femmes en particulier, voire des enfants. Il avait rappelé que c'était ça. Exactement. Et donc cette dimension santé dont il faut parler aussi, qui est très importante, c'est-à-dire que effectivement, sur un territoire aussi vaste, la guérilla qui est menée par ces troupes extrêmement agressives, mais aussi rapidement difficiles à attraper. Et finalement, elle est aussi une guérilla des esprits et des âmes, mais elle est aussi surtout une guérilla du porte-monnaie. C'est-à-dire que la guérilla du porte-monnaie, c'est quoi? C'est pouvoir subvenir à ses besoins à la fin du mois, comme partout, mais surtout tout le temps. C'est aussi une manière d'embrigader des gens qui aujourd'hui ont des difficultés à la fois pour vivre, pour survivre, et qui ont comme seule aspiration finalement soit de partir, soit peut-être de se retrouver entre les mains de gens qui leur prétendent une aide. Vous posiez la question des moyens, ça coûte cher, et il a eu une autre réussite lors du G5 Sahel. Emmanuel Macron, c'était un peu l'objectif du mini-sommet, c'était d'avoir plus d'argent, plus d'apports, et il a eu des gages. Par exemple, le budget qui a été estimé à 250 millions d'euros, qui n'était pas complet, eh bien, le président français a confirmé l'apport de 100 millions d'euros de dollars de l'Arabie Saoudite, 30 millions des Émirats arabes. Les pays concernés de la coalition Sahel, c'est l'UE aussi, et c'est aussi les États-Unis, vont apporter le reste, ainsi que Bruxelles. Et tout ça, il le construit aussi, au-delà des mots et des discours. Alors, s'agit-il vraiment de combattre le terrorisme? J'aimerais vous montrer cette réflexion d'un colonel de l'armée française, qui est l'adjoint de l'opération Barkhane. On va peut-être le découvrir. Il a cette réflexion, le fond du problème n'est pas le terrorisme, c'est le sous-développement, les trafics et l'impact de la croissance de la population. C'est cela qu'il faut résoudre. D'accord avec ça? C'est évidemment ça, c'est-à-dire qu'encore Parce que sous la marque terroriste, pardonnez-moi, mais il y a tout un tas de trafics possibles et imaginables. Il y a des trafics, c'est pas le sujet ce soir, mais venus même d'Amérique du Sud, qui utilisent certains États de la côte ouest de l'Afrique. Pour passer la drogue vers l'Europe. Voilà, donc tout ça est très lié, les armes évidemment aussi, et le terrorisme qui a des moyens assez forts, parfois en lien d'ailleurs avec ces trafics. C'est-à-dire qu'il y a des échanges de valeurs, des échanges de services, pour pas dire autre chose, et encore une fois, le territoire est difficilement contrôlable, donc on se déplace très vite. Il y a dans l'enjeu africain, effectivement, l'enjeu de l'éducation, d'abord l'enjeu de la survie au quotidien, du développement. Au niveau du terrain, ce qui est vraiment un des échecs majeurs, c'est qu'on arrive avec beaucoup d'argent, mais tout ça est très verticalisé par des grandes organisations internationales, voire des ONG qui ont de bons sentiments, mais parfois sont totalement inefficaces sur l'aspect de terrain. Et après, il y a le niveau de la santé, qui est quand même un enjeu dont on parle très peu souvent en Afrique et qui est un enjeu majeur, c'est-à-dire que des éléments de santé qui nous paraissent très simples ici, au niveau des yeux, au niveau, encore une fois, de la contraception, des choses de ce type, sont absolument ignorés, et donc tant qu'on n'aura pas à la fois les moyens, l'éducation et l'accès à la santé de manière plus simple, il ne faut pas se leurrer, il y aura toujours ces vagues de migration dans un contexte en plus climatique qui va bouger. Et très justement, il est prévu normalement qu'Emmanuel Macron annonce depuis le Niger un projet ou des projets congrès de développement. On parle de 400 millions d'euros pour 2018-2021, avec notamment une aide à la scolarisation des enfants, etc. L'un ne va pas sans l'autre. On va l'écouter, Emmanuel Macron. Promis juré, en tout cas, c'est la fin de la France-Afrique. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Voilà. Est-ce que c'est si vrai que ça? D'ailleurs, il n'y a plus de politique africaine de la France, alors que Patrick Martin-Genier vient de nous rejoindre, spécialiste des questions européennes et internationales. C'est la fin de la France-Afrique?
Ah bah oui, vous arrivez, vous parlez. Excusez-moi. Non, allez-y. Écoutez, vous savez, la France-Afrique, c'était un concept un peu spécial, c'est-à-dire que c'était des relations tout à fait spéciales avec l'Afrique, où il y avait encore cette période, cette tendance post-coloniale, où effectivement il y avait une grande influence, mais au fil des années, la France-Afrique a pris un tour un peu bizarre en ce sens que c'était également un mode de relation, d'affairisme, et qui a pu conduire effectivement à des problèmes. Mais à Ouagadougou, là, l'image qu'on a vue, on a vu les étudiants dans l'université avant taper sur leur table et dire stop le colonialisme, Voilà, ça suffit, etc. Effectivement, je crois qu'il n'y a plus de France. Est-ce que c'est vraiment fini, ça? Écoutez, on verra, mais je crois que le président de la République a été très clair. Alors, il a peut-être été un peu maladroit en disant qu'il n'y aurait plus de politique africaine de la France au moment précisément où l'Allemagne, par exemple, est en train de dire qu'elle a une politique africaine. Elle participe avec la France au G5 du Sahel, où les États-Unis ont une politique africaine, les grandes puissances ont une politique africaine. Donc, je pense, et puis d'ailleurs, à l'Élysée, il y a quand même des conseillers qui s'occupent de l'Afrique. Donc, il n'y a plus de cellule Afrique, il n'y a plus de France-Afrique, mais un nouveau type de relation plus responsable avec l'Afrique. Quand il dit, par exemple, c'est pas à moi de m'occuper des problèmes d'électricité au Burkina Faso. Je suis pas le président du Burkina Faso. Bon, il entre dans une diplomatie qui est effectivement totalement nouvelle. Alors c'est là où il y a peut-être l'erreur. C'est une nouvelle politique africaine de la France, teintée d'Europe, encore une fois. C'est très important. Parce que tous les présidents avant ont dit, ça n'existe plus, la France-Afrique. Après, on verra à l'usage. C'était Mitterrand, le sommet de la Baule. Exactement. Déjà. Si le business as usual continue de la même manière, avec les mêmes... Bon. Ce qui est clair, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une partie de la réponse est sur le terrain, elle ne vient pas de manière verticale, même sur les grands contrats de ce type. Donc la France-Afrique, la France-Afrique, par contre, elle n'a pas amené le développement. Elle a amené autre chose, elle a amené certainement du développement d'affaires, mais pas le développement. Là où il y a un enjeu pour Macron, c'est, on l'a bien senti, de parler à une génération qui, elle, est comme lui. On revient à cette histoire de 40 ans, et il faut montrer autre chose, mais en même temps, c'est un atout de communication par rapport à une jeunesse africaine qui constitue le gros des troupes pour aujourd'hui et pour demain surtout, et qui constitue certainement l'avenir. Alors, il parlait des jeunes gens éduqués, mais c'est un des enjeux aussi, poursuivre dans la diffusion de l'éducation. On en parlait de la santé, ça c'est un point très important, et c'est seulement là qu'il y aura une nouvelle politique africaine de la France. Je crois qu'elle est très teintée d'Europe. Je crois qu'encore une fois, on ne l'a pas assez souligné dans la dimension d'encore une fois d'affirmer le leadership français au cœur de l'Europe dans une dynamique entre deux continents qui est aujourd'hui tout à fait essentielle pour vaincre à la fois les difficultés négatives mais en même temps apporter Mais quelle cette force-là. Europe? Vous voyez la Pologne, la Hongrie, la République tchèque donner de l'argent pour ça? Il a fait un mini-sommet à l'Élysée, Emmanuel Macron, sur cette question. Je crois que c'était à la rentrée. Non, il était question plutôt de l'Italie, de l'Allemagne. Voilà. On a une Europe coupée en deux, là. Là, on a forcément, c'est-à-dire que quand on parle... Est-ouest. Et on l'a forcément, les enjeux polonais ne sont pas forcément les enjeux italiens. Et en même temps, la dynamique européenne, c'est quand même celle qui est partagée par un ensemble de pays qui aujourd'hui s'alignent sur cette position de leadership français. L'Allemagne y vient petit à petit pour d'autres raisons. Mais la politique africaine de l'Europe, c'est une réalité pour autant. Il y a des accords, les accords de Cotonou, il y a un certain nombre d'éléments de relations et de conversations qui sont permanents, des délégations de l'Union européenne qui sont dans différents pays. Il y a beaucoup d'argent à mobiliser, d'argent utile pour, là aussi, assurer des activités de développement. Et c'est ce que je crois Emmanuel Macron a bien compris et veut pousser. C'est une dynamique dirigée vers les jeunes, dirigée dans le sens où nous ne pouvons pas tout faire pour vous. Vos élites doivent se prendre en charge et doivent se responsabiliser par rapport à ça. C'est aussi une différence par rapport à la réalité précédente. Alors, il a deux points forts, et ça, c'est empli de cynisme, ce que je vais dire, Emmanuel Macron. D'une part, il a effectivement sa jeunesse. Il a dit à Ouagadougou, je ne suis pas de cette génération qui a connu la colonisation. Bon, voilà, on tourne la page. Et puis, il peut s'appuyer sur les échecs passés. Parce que l'Europe, sur la question de l'immigration, c'est des échecs. Ce sont des sommets et des sommets qui se sont alignés sans résultat. Et il a la possibilité de dire, OK, on recommence, je vous réunis, et on repose tout à plat à la maison avec la France, l'Espagne, l'Allemagne, etc. Alors, si vous venez de nous rejoindre sur LCI, on attend d'une minute à l'autre le discours d'Emmanuel Macron depuis Niamey et la base française de l'opération Barkhane au Niger. On se pose la question d'ailleurs, Jean-Patrick Martin-Genier, sur l'utilité de Barkhane. Beaucoup de gens disent, bon, il y a 4000 hommes, la barre est partie sur 5 pays. Quand est-ce que les troupes françaises vont rentrer? Quand est-ce qu'on va switcher un G5 Sahel, c'est-à-dire que les Africains qui s'occupent de leur sécurité, et les troupes françaises vont pouvoir rentrer chez elles?
Écoutez, ça, ce sera une décision commune, notamment en lien quand même avec tous les pays qui participent à la lutte contre le terrorisme, hein, parce que c'est une décision souveraine. Est-ce que c'est possible ? Oui, à terme, tout est possible. Il s'agit d'avoir avant tout une analyse très concrète de ce qui se passe sur le terrain. On nous disait il y a 2-3 ans, l'État islamique est en situation d'envahir les villes, dans le G5, etc. Aujourd'hui, on dit qu'ils ne sont plus dans cette possibilité. Ils sont considérablement affaiblis. Mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup Il y en a d'autres, par bien exemple. sûr. Ouais. Donc, évidemment qu'il ne faut pas prêter de nouveau le flanc à une politique de néocolonialisme. Mais vous aurez remarqué que le président de la République, probablement va-t-il en parler, il a aussi un vaste plan de développement de ces régions. Vous parliez tout à l'heure de l'immigration. C'est le en même temps ? Oui, c'est en même temps. Macronien. Ouais. Non, mais en même temps, parce que vous ne pouvez pas uniquement maintenir une présence militaire. Il l'a dit à l'occasion de ses déplacements en Afrique. Il y a aussi l'aspect développement. Il semblerait que cela va se concrétiser. Et donc, c'est un élément important de sa politique. Et il y aura une décision lorsqu'on considérera qu'il n'y a plus de risque géostratégique lié à la lutte contre le terrorisme. À terme, les États pourraient se retirer. Mais ça peut arriver un jour, ça ? Le risque de terrorisme ? C'est vrai que là, pour l'instant, il y a une action au long cours, on va dire. Mais peut-être que la situation pourrait évoluer et permettre aux pays du G5, du Sahel, de prendre en charge eux-mêmes leur propre sécurité. Pardonnez-moi, mais on se rappelle tous de Barack Obama qui retire les troupes américaines d'Afghanistan et puis finalement qui les remet. Oui. En partie. Mais... Oui, je crois qu'il y a 2 enjeux supplémentaires qu'on devrait soulever. C'est encore une fois là aussi, on en parlait tout à l'heure sur l'aspect économique du militaire. Il y a aussi un aspect de compétition globale qui se joue sur le continent africain. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, c'est un terrain de jeu où on n'est pas les seuls. Pourquoi l'Europe ? C'est aussi parce qu'on va avoir une relation de bloc à bloc sur ce terrain-là comme ailleurs. C'est-à-dire qu'en réalité, la France toute seule, elle a le leadership militaire, elle veut le garder, parce que c'est une manière, encore une fois, aussi d'affirmer son leadership potentiel économique là-bas. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'on attend aussi Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, la Franc-Afrique, et paradoxalement, elle n'était pas très forte dans la capacité d'utiliser les mobilisations militaires de la France. C'est-à-dire qu'en général, on n'était pas ceux qui bénéficiaient ensuite en termes d'activité économique sur le terrain, même de collaboration ou de développement, alors que d'autres arrivaient et venaient derrière. Et là, on est sur un terrain où il y a non seulement les États-Unis, mais non seulement d'autres pays européens, mais qui le font plutôt avec nous, mais on a la Chine, on a la Russie qui revient, on a l'Afrique du Sud qui, tant bien que mal, essaie d'aller un peu plus loin. Donc c'est un vrai zone de conflit. Bien content que la France fasse le boulot de chasser les terroristes. Et parce que eux font de l'économique, c'est très clair. Ouais. Ou du renseignement. Donc c'est quoi, ils récoltent les marrons du feu, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Non, mais je crois qu'on attend aussi sur cette dimension diplomatie économique la capacité pour la France et pour Emmanuel Macron, on ne sait pas qui est avec lui,